Novembre 2018, à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice qui mettait un terme à la Première Guerre mondiale, je me souviens qu'ici, nous avions projeté des photographies d'époque sur ce même monument aux morts. Des scènes de guerre, mais aussi et surtout des visages. Des visages marqués et marquants de poilus, de combattants hagards, de soldats blessés, même s'ils souriaient crânement sur ces photos. Et tout à coup, je m'en souviens comme si c'était hier, par l'effet de ces photos, tous ces noms gravés prenaient une autre valeur. Ces 403 noms, dont plus d'un siècle après nous ne savons quasiment plus rien de leur destin individuel, prenaient soudainement vie sous nos yeux, rendant plus forts et plus vifs leurs souvenirs. Ils n'étaient plus seulement des patronymes devenus lointains, ils étaient là sous nos yeux, nous fixant de leur regard perçant, malgré le noir et blanc. S'ils se sont incarnés le temps d'un événement, reconnaissons-le, nous ne savons quasiment plus rien de ces hommes dont le nom figure à jamais sur ce monument. Et pourtant nous sommes là. Et pourtant, nous sommes là chaque année depuis bientôt 100 ans. Et on ne peut s'interroger que sur le sens de tout cela, sur ce qui fonde et nourrit cet attachement si fort et si profond au souvenir de la Première Guerre mondiale. Quels sont ces fils invisibles qui nous lient à ces hommes dont le nom figure sous nos yeux? Pourquoi tous ces événements si lointains nous touchent-ils finalement autant? Pourquoi cette émotion qui continue à nous saisir lorsque nous plongeons dans les récits de cette guerre si meurtrière? Bien sûr, il y a la sidération face aux chiffres. Ces morts par millions, ces blessés par millions, ces veuves et orphelins par millions aussi. Il n'y a pas une famille de France qui n'ait pas porté alors le deuil à cette époque. Jamais ça n'était arrivé, et jamais ça ne s'est fort heureusement reproduit avec un tel degré d'intensité. Bien sûr, il y a aussi l'implacable constat que jamais une guerre n'avait à ce point mobilisé autant d'hommes, dans autant de pays, sur autant de champs de bataille simultanés, transformés pour la plupart d'entre eux en charniers à ciel ouvert, sous l'effet d'une mécanisation nouvelle de l'armement qui fit tant de ravages. Bien sûr, il y a enfin la compréhension aujourd'hui que cette guerre portait en germe les atrocités, les horreurs et la barbarie de 39-45. Elle marquait l'entrée dans un siècle violent où le fracas des armes allait retentir comme jamais. Mais au-delà, si nous ne savons quasiment plus rien de chacun de ces 403 hommes fauchés dans leur jeunesse, nous célébrons avec constance ce que fut la Première Guerre mondiale. Mais finalement, pourquoi? D'abord, incontestablement, nous restons marqués par la rupture qu'incarne cette guerre. Avant 14-18, la France a connu plusieurs siècles pendant lesquels nous avons rythmé l'histoire du continent européen. De la féodalité à la République, en passant par les croisades, la Réforme, les Lumières, de Valmy à l'émancipation des peuples, et je ne parle même pas de la figure de Napoléon Ier si chère à Fontainebleau. La France a été, comme l'écrit l'historien Pierre Nora, le laboratoire historique de toutes les expériences européennes. Après 14-18, c'en est fini de cette primauté française, et notre pays ne fait plus que subir le contre-coup des grands phénomènes venus d'ailleurs, qu'il s'agisse des crises économiques ou des périodes de prospérité, de l'affrontement Est-Ouest ou des innovations technologiques. La nation guerrière, messianique et impérialiste est morte dans les tranchées de 14-18. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est sans doute ce souvenir-là que nous sommes inconsciemment attachés à commémorer. Ensuite, il est indéniable que commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, comme veiller au souvenir de Verdun, de la Somme ou du chemin des Dames, c'est reconnaître que le sacrifice de tous ces hommes nous a permis aujourd'hui de faire nation. 14-18, ce sont effectivement des hommes qui inlassablement montent au front et tombent sous les balles ennemies pour défendre âprement, mètre après mètre, chaque lopin de la terre de France. C'est l'esprit de résistance avant De Gaulle et les maquis. C'est une certaine idée de la France qui mêle la vaillance des troupes, la même que dans l'épopée napoléonienne, avec les valeurs de la Révolution, car en 14-18, on ne se bat pas pour envahir, mais pour sauver la liberté et la République. Et si le poilu reste une figure si populaire, c'est qu'il n'est pas un combattant avant toute chose. Il est d'abord un homme, comme vous, comme moi, qui a revêtu l'uniforme pour défendre l'unité de son pays,
sa patrie, son drapeau chéri et les valeurs qui lui sont attachées, mais aussi la paix retrouvée. Et si de génération en génération, comme aujourd'hui, on continue à lire des lettres de poilus, ce n'est pas parce qu'elles évoquent la gloire qui s'attache à de prestigieuses conquêtes, mais bien parce qu'elles parlent de la vie qu'on a laissée et que l'on espère vite retrouver, qu'elles racontent des histoires de papa et de mari qui aspirent à la paix, ou qu'elles disent la fierté de ne pas reculer. C'est à peu près ce que racontaient les lettres du lieutenant d'artillerie Pierre de Motte-Ménard que j'ai relu hier soir. Il était mon arrière-grand-père. Dans ses lettres, il parlait surtout de ses espoirs de vite retrouver sa femme et ses 5 enfants. Il a été tué à 31 ans dans la bataille de la Somme en 1916. Ses 5 enfants, alors très jeunes, n'auront jamais aucun souvenir de leur père, et 3 de ces 5 enfants sont enterrés juste derrière nous. Il ne faut jamais faire de raccourcis avec l'histoire et interpréter avec les lunettes d'aujourd'hui les événements du passé. Pour autant, il y a derrière le sacrifice du jeune Pierre de Motte-Ménard ce même attachement aux valeurs qui fondent et cimentent notre nation, ce même attachement qu'expriment aujourd'hui ceux qui s'engagent dans nos armées. La guerre en Ukraine signe le retour du tragique, signe le retour de la guerre sur notre continent. Elle rappelle surtout que la paix est un acquis incertain et que la France et ses voisins pourraient ne pas être à l'abri du pire. La nation tout entière doit en prendre conscience car il n'existe aucune défense militaire crédible qui ne s'appuie sur l'adhésion, le consentement, la volonté des citoyens. Il n'y a pas de défense sans participation de chacun à l'effort national de résilience. Vive la République, vive la France et vive l'Europe.